Bonjour et bienvenue dans cette deuxième capsule consacrée à quoi? À l'équation de Dirac. Donc je vous rappelle que nous sommes en 1928, plus rien ne va au niveau de la mécanique quantique, bon c'est un petit peu exagéré, il y a quand même beaucoup de choses qui vont encore très bien, mais l'équation de Schrödinger déçoit. Déçoit parce qu'elle n'est pas relativiste et parce qu'elle ne tient pas compte du spin. Il y a différentes propositions pendant quelques années et puis 1928, donc Paul Dirac propose son équation dont je vous rappelle la forme covariante. Donc de quoi s'agit-il? Au-delà de la masse, évidemment, la masse de l'électron, vous avez 4 matrices, gamma mu, donc le mu prend les valeurs 0, 1, 2 et 3. 0 pour la composante temporelle, 1, 2, 3 pour les composantes spatiales. Ce sont des matrices de dimension 4 qui satisfont une algèbre de Clifford, rappelez-vous. Et puis ces matrices-là vont multiplier des impulsions Pmu qui sont essentiellement à des IH bar près des dérivées. Alors dérivées par rapport aux coordonnées spatio-temporelles évidemment, mu égale à 0 toujours par rapport au temps, mu est égal à 1, 2, 3 toujours par rapport aux coordonnées spatiales. Regardez cette équation, elle est particulièrement élégante. C'est vraiment en quelques signes finalement qu'on va résumer la mécanique quantique relativiste. Mieux que ça, si je vous rappelle un petit peu les définitions des impulsions et que je tiens compte, ce sera à peu près la seule fois durant cette vidéo que je tiens compte des constantes de Dirac H bar et de la vitesse de la lumière c, vous voyez qu'il y a là les deux constantes finalement des deux théories que Dirac voulait associer. H bar pour la mécanique quantique et C pour la relativité. Donc cette équation, elle est particulièrement élégante, elle est particulièrement puissante. Mais elle a quand même un petit souci. Dirac s'attendait à avoir des matrices de dimension 2. Pourquoi? Parce que pour décrire un spin, le spin de l'électron, il fallait des matrices de dimension 2. Or, nous avons des matrices de dimension 4. Et il n'y a pas moyen de s'en sortir autrement. Les matrices de dimension 4 sont absolument nécessaires. Je vais faire un petit retour en arrière concernant le spin pour vous rappeler de quoi il s'agit. Le spin, c'est la théorie du moment angulaire. Le spin, ce n'est rien d'autre qu'un moment angulaire, un moment angulaire intrinsèque. Et là, nous avons une algèbre, alors qu'on peut appeler SU2 ou SO3, elles sont absolument équivalentes, donc je vais dire certainement l'un comme l'autre au cours de cette vidéo. Mais c'est quelque chose qui fait appel à trois opérateurs, que pour le spin, nous avons appelé SX, SY et SZ. Et ces trois opérateurs-là commutent pour rendre chaque fois dans un mouvement cyclique à partir de 2 le troisième. Donc regardez, SY et SX commutent pour redonner SZ. SY et SZ commutent pour donner SX. SZ et SX commutent pour donner SY. Donc il y a un mouvement cyclique ici. 1, 2, 3. 2, 3, 1. 3, 1, 2. Ça, c'est l'algèbre SO3. Mais en plus, il y a des dimensions de matrice associées à cette algèbre SO3. Et nous avons vu dans la capsule dédiée au spin que pour le spin, qui est un nombre demi-entier, 1 demi, 3 demi, 5 demi, etc., nous avions des matrices de dimension paire. 2 pour le spin 1 demi, 4 pour le spin 3 demi, 6 pour le spin 5 demi, etc. Vous voyez d'ailleurs les matrices de dimension 2 pour l'électron ici, tout en bas. Ce qui veut dire, puisque c'est lié aux dimensions des matrices et que nous avons affaire dans l'équation de Dirac à des matrices de dimension 4, on s'attendait à des matrices de dimension 2. Comment interpréter la dimension 4 des matrices de Dirac? Est-ce que nous avons affaire à une particule de spin 3 demi, ce qui serait fort gênant puisque nous voulons décrire un électron, ou bien est-ce que nous avons affaire à deux particules de spin 1 demi? Ce sont les deux seules possibilités. Nous avons des matrices de dimension 4. La théorie du moment angulaire nous dit très spécifiquement, soit vous avez une particule de spin 3 demi,
ce qu'on n'a pas du tout envie d'avoir, soit vous avez deux particules de spin 1,5, ce qui ne serait qu'à moitié gênant. Nous aurions au moins une particule de spin 1,5, donc l'électron, et puis une deuxième qui reste à déterminer. Qu'est-ce qui va fixer la différence? Parce que la dimension des matrices, elle est la même, 4, 4. Bien, c'est tout simplement la représentation de SO3. Pourquoi? Parce que vous avez affaire à un Casimir. Et c'est le Casimir qui va vous dire « j'ai affaire à telle représentation ». Et donc, je saurai alors que j'ai affaire à tel type de particules. Donc, les algèbres de Lie, ça a l'air d'être un fouillis mathématique, peut-être, mais non, c'est beaucoup plus intéressant que ça. En fait, ça vous dit exactement quel type de particules vous êtes en train de décrire. La dimension des matrices n'est pas suffisante. Il faut calculer le Casimir et ses valeurs propres pour pouvoir dire « Ah, j'ai affaire à tel type de particules ou à tel autre type de particules ». Sauf qu'ici, nous ne sommes plus avec la théorie du moment angulaire. Il va falloir aller plus loin. Nous sommes avec l'algèbre de Lorentz. Nous avons le moment angulaire, effectivement, avec les opérateurs M1,2, M3,1, M2,3. Et on sait dans la théorie de Dirac qu'il y a une partie dite orbitale, avec les coordonnées spatiales et leurs dérivés. Mais vous avez également une partie qui est spin, avec les matrices. Et c'est normal puisque l'équation de Dirac tient compte du spin. C'est la seule qui le fasse. Donc vous avez déjà ces trois opérateurs-là. Alors oui, on pourrait calculer l'opérateur de Casimir de SO3 qui est engendré par M1,2, M3,1 et M2,3. Oui, mais il y a aussi les transformations de Lorentz. Et donc là, on va absolument, transformations de Lorentz qui sont bien sûr liées à M0,1, M0,2 et M0,3. Il va falloir étudier cette algèbre de Lorentz. SO3 n'est plus suffisant dans le cadre de la mécanique quantique relativiste. Il faut aller à l'algèbre de Lorentz, qui d'ailleurs s'appelle SO1,3. Pour étudier l'algèbre de Lorentz, il faut que je fasse comme avec la théorie du moment angulaire, il faut que je mette au point les relations de commutation qui lient les opérateurs de l'algèbre. Donc, il faut que je tienne compte des 6 opérateurs maintenant, M1,2, M3,1, M2,3, M0,1, M0,2 et M0,3, et que je calcule leurs relations de commutation. C'est la première étape. Après, je vais pouvoir aller vers les opérateurs de Casimir. Première chose, calculons les relations de commutation. Eh bien, les voici sous vos yeux émerveillés. Alors, comment faut-il comprendre ça? Vous avez des indices grecs, alpha, bêta, gamma, delta, qui prennent les valeurs 0, 1, 2 et 3. Vous avez bien sûr les opérateurs M. Vous voyez qu'à partir d'un commutateur de deux opérateurs M, on a une combinaison linéaire de ces opérateurs-là. Et tant mieux, sinon on n'aurait pas d'algèbre de Lie. Et en plus, vous avez des coefficients G, ici, qui font appel au tenseur métrique de l'espace-temps de Minkowski. Ce qui veut dire que G est associé à une matrice diagonale dont les éléments diagonaux sont respectivement 1 pour le 0, 0 et moins 1 pour les éléments 1, 1, 2, 2 et 3, 3. Comment mettons au point ces relations de commutation-là? Eh bien, avec de l'huile de coude, tout simplement. On calcule. Alors, je vais faire un calcul pour vous. Le voilà. Je vais calculer ici le commutateur de M1,2 avec M0,1. Je prends donc l'opérateur M1,2, je prends l'opérateur M0,1 et je dois aller d'abord dans le sens M1,2 par rapport à M0,1. Je regarde déjà ce qui se passe au niveau de ces opérateurs-là, M1,2 et M0,1. J'ai manifestement deux parties qui sont spécifiquement indépendantes. J'ai une partie avec des coordonnées spatio-temporelles et leurs dérivés, et j'ai une partie matricielle. Bien sûr que ces deux parties n'ont rien à voir l'une avec l'autre, ce qui veut dire que je peux calculer séparément comment vont commuter les parties avec les coordonnées spatio-temporelles et leurs dérivés, et comment vont commuter les parties matricielles. Au niveau des coordonnées spatio-temporelles et de leurs dérivés, j'ai donc, vous avez ici deux signes moins, donc on les oublie, moins par moins ça fait plus,
J'ai donc le commutateur de x dérivé par rapport à y moins y dérivé par rapport à x, avec x dérivé par rapport au temps plus t fois dérivé par rapport à x. Et je vais d'abord dans le sens premier opérateur sur le deuxième. Alors, vous voyez que le premier terme de mon premier opérateur, c'est x dérivé par rapport à y. Celui qui joue un rôle important, c'est la dérivée. Dérivée par rapport à y. Je dois donc aller chercher s'il y a du y dans mon deuxième opérateur. Il n'y en a pas. Ce qui veut dire que ce premier terme-là ne joue absolument aucun rôle. Je passe au deuxième. Moins y dérivé par rapport à x. Celui qui joue le rôle important, c'est la dérivée par rapport à x. Mon œil doit aller chercher ce qui dépend de x dans le deuxième opérateur. Et vous voyez que j'ai surligné en jaune ici ce qui allait effectivement jouer un rôle bien spécifique. Vous avez la dérivée par rapport à x et vous avez x. La dérivée par rapport à x va agir sur x pour donner 1. Donc, ça va disparaître. Tout ce qui est fleuré en jaune va disparaître. Que me reste-t-il? Moins y fois la dérivée par rapport au temps. Et je regarde si ça me donne ici une contribution d'un des 6 générateurs de l'algèbre de Lorentz. Ben oui, manifestement, ça me donne le premier terme de M02. Donc, on semble se diriger vers la réponse M02. Confirmons, parce que M02, il est constitué de 3 termes. Alors, j'ai fait ici le premier opérateur qui agit sur le deuxième. Maintenant, je vais faire le deuxième qui agit sur le premier. Et attention, définition du commutateur, j'ai un signe moins qui doit apparaître. Premier terme du deuxième opérateur, dérivée temporelle. Il va agir sur le temps, mais je n'ai pas de temps dans le premier opérateur. Donc, aucune contribution. Deuxième terme du deuxième opérateur, une dérivée par rapport à x que j'ai surligné en rose. Lui, il doit aller chercher du x, et ça tombe bien, il y en a un. Il a été surligné en rose également. Les deux agissent pour donner 1, et il va me rester t fois la dérivée par rapport à y, mais avec un signe moins, puisque définition du commutateur. J'ai donc moins t fois la dérivée par rapport à y. Parfait, c'est le deuxième terme de M02. Donc il semble se confirmer qu'on ait bien affaire à M02. Je confirme avec les matrices. Je dois donc ici calculer le commutateur de plus 1 demi gamma 1 gamma 2 avec moins 1 demi gamma 0 gamma 1. Donc vous avez plus 1 demi moins 1 demi, ça fait moins 1 quart qui peut se mettre à l'extérieur des commutateurs parce que c'est un nombre. Et puis vous avez le commutateur en lui-même qui va faire intervenir la matrice gamma 1 gamma 2 avec la matrice gamma 0 gamma 1. Donc, de nouveau, c'est la première qui agit sur la deuxième, ce qui me donne moins 1 quart, gamma 1, gamma 2, gamma 0, gamma 1, moins la deuxième qui agit sur le premier. Donc, ce qui me donne plus 1 quart, gamma 0, gamma 1, gamma 1, gamma 2. Alors, le deuxième terme ici est plus simple à calculer puisque vous avez un gamma 1 qui nous donne évidemment gamma 1 au carré. Et vous le savez, les matrices de Dirac, les matrices gamma, sont telles que hormis pour le gamma 0, leur carré vaut moins l'identité. Donc ici, j'ai un moins l'identité, c'est-à-dire moins un quart gamma 0, gamma 2. Le premier terme, lui, le gamma 1 doit rejoindre son frère jumeau. Pour ça, il doit passer au-dessus du gamma 0, et on sait qu'il anticommute avec gamma 0. Il doit passer également au-dessus des gamma 2, et on sait qu'il anticommute avec gamma 2. Anticommutation, ça donne signe moins, mais deux signes moins, ça donne un signe plus. J'ai donc moins 1 quart, gamma 1 carré, gamma 2, gamma 0. Gamma 1 carré est toujours égal à moins l'identité, ce qui donne 1 quart, gamma 2, gamma 0. Et gamma 2 et gamma 0 anticommutent, ce qui donne moins 1 quart, gamma 0, gamma 2. Donc, nous avons 2 fois moins 1 quart gamma 0 gamma 2, ce qui donne un total de moins 1 demi gamma 0 gamma 2. C'est le troisième terme de M02. Ce qui signifie que M12 commute avec M01 pour donner M02. C'est exactement ce que les relations en bleu vous disent. Pourquoi? Tout simplement parce que alpha vaut 1, bêta vaut 2, gamma vaut 0, delta vaut 1. Votre œil doit tout de suite aller rechercher les indices qui sont identiques, pas à cause des tenseurs là G. Vous savez que G est finalement associé à une matrice diagonale,
Donc les seuls éléments non nuls sont ceux pour lesquels les deux indices coïncident. Et bien, c'est ce que je fais. Je vais aller rechercher ici dans M12, M01 les deux indices qui sont identiques. Ben, ce sont les deux 1 qui sont respectivement en première et quatrième position. Ce qui veut dire que je vais chercher ici alpha est égal à 1, delta est égal à 1. Autrement dit, je vais chercher le terme avec G alpha delta ou G delta alpha. C'est le dernier terme, ce qui me donne un G11. G11, ça c'est moins 1. Avec le moins qui est devant, ça fait un plus. Donc ici, je vais avoir simplement la réponse M gamma bêta. Et il suffit de remplacer gamma c'est 0, bêta c'est 2. Ça me donne bien donc le M02. Voilà la confirmation ici de mes relations de commutation pour un cas particulier de mes relations de commutation donc de l'algèbre de Lorentz. Alors, si vous avez le courage, vous pouvez exactement de la même façon, à force d'en faire, on va très très vite, hein, je vous rassure, mais vous pouvez checker un petit peu comment M12 commute avec M02. Bah, ça donnerait essentiellement du M01, hein, peut-être un signe moins près. M12 va commuter complètement là avec M03, donc ça va donner 0, etc. Donc il y a quand même pas mal de relations de commutation à envisager, mais je vous assure que celles qui sont encadrées en bleu sont tout à fait correctes. Ce sont les relations de commutation de l'algèbre de Lorentz. Bon, très bien. Et qu'est-ce que je vais en faire de ça? Parce que ce qui m'intéresse, ce sont les opérateurs de Casimir pour avoir l'interprétation physique liée à l'algèbre de Lie. Eh bien, on y va tout doucement. On y va tout doucement parce que, à partir des 6 opérateurs de l'algèbre de Lorentz et de leurs relations de commutation, je peux définir les relations linéaires complexes. Ici, attention, je complexifie puisqu'il y a la présence du i suivantes. Je définis J1+, J2+, et J3+. Comment? Comme 1 demi M23 plus I M01, comme 1 demi M31 plus I M02, et comme 1 demi M12 plus I M03. Qu'est-ce qui me prend de vouloir définir ça? Eh bien, si vous suivez les relations en bleu, les relations de commutation de l'algèbre de Lorentz, vous allez vérifier, je vous engage à le faire, que J1+ commute avec J2+ pour redonner J3+. 1, 2, 3. Que J2+ commute avec J3+ pour redonner J1+. 2, 3, 1. Et que J3+ commute avec J1+ pour redonner J2+. Donc 3, 1, 2. C'est l'aspect cyclique de SO3. C'est une algèbre SO3. J1+, J2+, J3+, vous donne une algèbre SO3, c'est-à-dire une algèbre de la théorie du moment angulaire. Oui, mais ça, on connaît son opérateur de Casimir. Alors, on l'a appelé L dans l'histoire sur le spin, dans la vidéo sur le spin, mais ici, nous avons des matrices en plus. Donc, on va plutôt appeler ce nombre-là J. Et comme il va y avoir un deuxième SO3, eh bien, nous allons l'appeler J1. Voilà le premier nombre et le premier opérateur de Casimir associé à l'algèbre de Lorentz. Et puis, il y en a un deuxième, c'est logique. Hein, c'est logique, vous avez 6 opérateurs au total. Là, on vient d'en prendre 3 finalement, bah, il nous en reste 3. Et les 3 qui nous restent sont associés à des signes moins, tout simplement. Hein, ce sont les complexes conjugués des opérateurs J+. Donc J1- c'est 1 demi M23 moins I M01, J2- 1 demi M31 moins I M02 et J3- 1 demi M12 moins I M03. À nouveau, vous avez un SO3. Ce qui veut dire que vous avez un opérateur de Casimir qui sera libellé par un J, on va dire. Et comme le J1 a déjà été pris, on prend un J2. Vous avez deux nombres pour tout simplement spécifier la représentation de l'algèbre de Lorentz avec laquelle vous êtes en train de jouer. Et vous avez 2 SO3, mais mieux que ça, ces 2 SO3 là n'ont rien à voir les uns avec les autres. En fait, tous les opérateurs indicés par plus vont commuter avec les opérateurs indicés par moins. Donc c'est ce qu'on appelle en langage mathématique 2 SO3 en somme directe. Vous voilà avec deux nombres.
Ce qui veut dire que les représentations de l'algèbre de Lorentz, on va les appeler dj1, j2, où j1 et j2 sont deux nombres. Et ça va vous dire, j'ai affaire à tel type de particules, ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est des matrices de dimension 4 de Paul Dirac? On peut le faire, on peut calculer ce que valent les J1 et J2 respectivement pour ces matrices gamma de Dirac. Et en fait, vous allez voir, et c'est vraiment étonnant, nous avons une somme directe, donc ça veut dire que c'est vraiment un bloc et puis l'autre, et que les deux blocs n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Vous avez en fait deux blocs, un bloc où J1 est égal à 1,5 et J2 égale à 0, ce qui signale une particule de spin 1,5, et un autre bloc avec J1 qui vaut 0 et J2 qui vaut 1,5, ce qui signale aussi une particule de spin 1,5. Donc je vous avais laissé avec la question matrice de dimension 4, est-ce que ça veut dire qu'on a affaire à une particule de spin 3,5 ou à deux particules de spin 1,5? Eh bien, étudier les représentations de l'algèbre de Lorentz nous fixe les idées. Nous avons affaire à deux particules de spin 1,5. C'est fort heureux parce que sinon on aurait dû jeter à la poubelle l'équation de Dirac. Une particule de spin 3,5, on n'avait pas envie de ça, on avait envie d'étudier l'électron. Et l'électron, où se cache-t-il précisément? Eh bien là. L'électron est associé à la représentation des 1,5 de l'algèbre de Lorentz. C'est le spin 1,5, c'est l'électron. Oui, mais nous avons aussi une autre représentation des 0,1,5, toujours associée à un spin 1,5. Mais vous voyez que c'est pas la même représentation. Ça veut dire que nous n'avons pas affaire à un deuxième électron. Oui, mais nous avons affaire à quoi alors? Eh bien, grand mystère. C'est une particule de spin 1,5, aussi comme l'électron, mais on ne sait absolument pas de quoi il s'agit. Or, remettez-vous dans le contexte de l'époque. En 1928, on ne connaît que deux particules, l'électron et le proton. Il se fait qu'elles sont toutes les deux de spin 1,5. Est-ce que ça veut dire que mes points d'interrogation doivent être remplacés par le proton? On va voir. Avant de répondre à cette question-là, je voudrais déjà vous faire remarquer la magnifique symétrie ici des représentations de l'algèbre de Lorentz sous-tendues par l'équation de Dirac. C'est ce qu'on appelle une symétrie miroir. Pensez à une symétrie orthogonale. Voilà. On voit bien que les zéros ici se correspondent et les 1,5 se correspondent également. Et une symétrie miroir, on a un nom un petit peu savant pour en parler, on parle d'énantiomorphisme. Qu'est-ce que c'est qu'une théorie énantiomorphe? C'est un mot difficile à dire. Eh bien, c'est une théorie où vous avez deux choses qui sont symétriques, qui ont la symétrie miroir, tout simplement. Vous voyez ici mes deux oiseaux, là-bas, et voilà, là, vous avez des oiseaux énantiomorphes, c'est-à-dire ils ont exactement la même forme, il n'y a pas un oiseau qui est plus grand que l'autre. Bon, il y en a quand même un qui lève sa patte là, alors il ne devrait pas, mais enfin soit, et qui sont symétriquement inversés. Imaginez que vous fassiez passer un miroir entre les deux oiseaux, ça se correspond parfaitement. C'est ça l'énantiomorphisme. Et c'est le cas de la théorie de Dirac, de l'équation de Dirac. Ce qui signifie que la particule inconnue serait la particule miroir de l'électron. Alors déjà, ça penche pas en faveur du proton, ça, parce que le proton, il est 1836 fois plus lourd que l'électron. C'est mal parti. Vous voyez bien que l'oiseau à gauche n'est sûrement pas 1836 fois plus lourd que l'oiseau à droite. On sent qu'on va pas aller vers le proton. Mais alors, qu'est-ce que c'est? On ne connaît que ces deux particules à l'époque. Si c'est pas le proton, c'est quoi? Justement, on va un petit peu essayer de voir ce que c'est, et pour ça, on va mettre en évidence les solutions de l'équation Dirac. Vous vous rendez bien compte que ce n'est pas une équation facile à solutionner. Je vais y aller gentiment, et surtout, je vais utiliser quelques astuces que tous les physiciens utilisent. Bon, d'abord,
Et mes matrices gamma, voilà à quoi elles ressemblent concrètement. Matrice de dimension 4, mais en plus, vous avez clairement ici les représentations qui sont bien données. Je sais ce que valent les matrices gamma. Très bien, ce qui veut dire que je vais associer en fait à l'équation de Dirac une matrice 4 par 4. Et la voilà. Et cette matrice 4 par 4, elle agit sur un psi qui sera forcément une matrice colonne de dimension 4. Il faut respecter les dimensions matricielles. Donc ça veut dire que j'ai pas seulement un seul psi à devoir déterminer, mais j'en ai 4. Psi 1, psi 2, psi 3 et psi 4. Bonne nouvelle. Bon, alors, comment est-ce que je mets en évidence ma matrice de dimension 4 qui est finalement l'équation, l'opérateur de Dirac? Regardez, j'ai du gamma 0 P0, je vais chercher la matrice gamma 0 qui est diagonale et qui a pour éléments diagonaux 1, 1, moins 1, moins 1. Et puis à la place de A et moins 1, je mets tout simplement du P0 puisque gamma 0 multiplie P0. Donc j'aurai sur la diagonale P0, P0, moins P0, moins P0. Sur la diagonale également, j'ai le moins M. Et le moins M, il multiplie la matrice identité, même si ça n'est pas évident puisqu'on ne l'écrit pas généralement. Donc je mets du moins M sur la diagonale. Et puis, de la même façon, le gamma 1 va chercher le P1, ce qui veut dire que je mets du P1 sur l'antidiagonale, alors P1, P1, et puis moins P1, moins P1. Gamma 2, c'est le même principe, antidiagonale, donc je mets moins IP2 plus IP2 plus IP2 moins IP2. Et puis gamma 3, lui, il va me chercher la matrice sigma 3 de Pauli, donc je mets du P3 moins P3 au-dessus et du moins P3 plus P3 en dessous. Voilà à quoi ressemble, du point de vue matriciel, l'équation Dirac. Maintenant, je peux très bien, évidemment, réaliser le produit des deux matrices et j'obtiens ce système. P0 moins M va chercher Psi1, P3 va chercher Psi3 et P1 moins IP2 va chercher Psi4. Ça me donne ma première équation. Deuxième équation, P0 moins M va chercher Psi2, P1 plus Ipsi2 va chercher Psi3 et moins P3 va chercher Psi4. Et ainsi de suite, vous avez un système de 4 équations à 4 inconnus. Oui, mais ce sont des équations dérivées partielles. Parce que P0, ce n'est rien d'autre à un i près qu'une dérivée partielle par rapport au temps. P1, ce n'est rien d'autre à un i près qu'une dérivée partielle par rapport à x. P2, ce n'est rien d'autre à un i près qu'une dérivée partielle par rapport à y. Et P3, ce n'est rien d'autre à un i près qu'une dérivée partielle par rapport à z. Waouh! Système de 4 équations dérivées partielles portant sur 4 fonctions, psi1, psi2, psi3, psi4, elle-même fonction de 4 coordonnées spatio-temporelles. Ouf. Alors, il va falloir trouver un moyen d'y arriver. Je reprends mon système et une première façon d'y arriver, en tout cas d'avoir l'interprétation physique des solutions, comme nous le dit ce brave petit bonhomme, c'est de prendre le cas du repos. Qu'est-ce que ça veut dire prendre le cas du repos? Ça veut dire tout simplement, il n'y a pas de vitesse, ce qui veut dire qu'on annule P1, P2, P3. Et là, évidemment, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Regardez à quoi se réduit l'équation de Dirac. En fait, vous avez enlevé tous les éléments qui ne sont pas sur les diagonales. Si on annule P1, P2, P3, c'est ce qui arrive. Et vous conservez uniquement alors une matrice diagonale qui va agir sur Psi1, Psi2, Psi3 et Psi4. Dans le P0, vous avez malgré tout une dérivée par rapport au temps. Alors, comment peut-on s'en passer? Comme ça, voilà. Je vais dire que Psi1, c'est l'exponentielle de moins IET fois U1, où U1 est indépendant du temps. Je vais dire que Psi2, c'est l'exponentielle de moins IET fois U2, où U2 est indépendant du temps. Je vais dire que Psi3, c'est exponentielle de moins IET fois U3, où U3 est indépendant du temps. Et je vais dire que Psi4, c'est l'exponentielle de moins IET fois U4, où U4 est indépendant du temps. C'est la séparation des variables, on a eu l'habitude de le faire. Oui, mais alors le P0, qui est égal à I fois la dérivée par rapport au temps, il ne va chercher que l'exponentielle. Et I fois la dérivée temporelle d'exponentielle de moins IET, ça fait E fois cette exponentielle. Donc,
je vais pouvoir remplacer P0 par l'énergie E. Et ça, c'est beaucoup plus simple, évidemment, parce que vous avez, en lieu et place d'opérateurs, de dérivés partiels, vous avez des nombres. E et M sont des nombres. Donc, vous avez maintenant l'exponentielle, je peux l'enlever, parce qu'une exponentielle n'est jamais égale à 0. Vous avez donc E moins M, E moins M, E plus M, E plus M qui doivent agir sur U1, U2, U3 et U4 pour donner 0. Oui, mais alors, vous n'avez pas trop le choix en fait. Soit E est différent de M ainsi que de moins M et vous annulez chacun des U. Et vous avez un psi qui vaut 0. Bonjour l'interprétation probabiliste, ça veut dire que votre probabilité de trouver la particule, elle est égale à 0. Qui veut dire que automatiquement, vous devez fixer soit E est égal à M, soit E est égal à moins M. Vous n'avez que ces deux possibilités-là. Sous-entendu, évidemment, puisque j'ai posé C, la vitesse de la lumière, C est égal à 1, sous-entendu que normalement, ça devrait être lu comme E est égal à mc carré et E est égal à moins mc carré. Alors, si E est égal à mc carré, ça veut dire tout simplement que j'annule mes deux premiers éléments dans la matrice diagonale. Par contre, je conserve les deux derniers. Si je conserve les deux derniers, ça m'annule automatiquement U3 et U4. Par contre, j'ai toute liberté sur U1 et U2 parce que quelle que soit la valeur de U1 et U2, je vais avoir des solutions. C'est très simple. Je vais choisir évidemment les solutions les plus simples. Je dois avoir deux solutions linéairement indépendantes. Je vais prendre U1 est égal à 1, U2 est égal à 0. Je vais prendre U1 est égal à 0, U2 est égal à 1. Voilà. Comme ça, j'assure absolument l'indépendance linéaire. J'assure tout. Ce sont de bonnes solutions qui correspondent donc à l'énergie E est égal à mc carré. Bien sûr, je n'oublie pas l'exponentielle temporelle devant. Voilà deux solutions dans le cas du repos. Et puis, j'ai les deux autres solutions qui correspondent à l'énergie E est égal à moins mc carré. Donc là, je dois annuler U1 et U2. U3 et U4, j'ai entière liberté sur eux. Je vais les prendre aussi le plus simple possible, pour autant qu'ils soient linéairement indépendants. Donc, je vais prendre U3 est égal à 1 et U4 est égal à 0. Et je vais prendre U3 est égal à 0 et U4 est égal à 1. Voilà l'ensemble de mes 4 solutions pour le cas du repos. Donc, solution particulièrement simple ici. Mais c'est le cas du repos. J'annule toute impulsion. Malgré tout, je constate une chose. Il y a deux types d'énergie. E est égal à mc carré, positive. E est égal à moins mc carré, négative. Donc, dans mes 4 solutions, j'en ai 2 qui sont associées à des énergies positives et j'en ai 2 qui sont associées à des énergies négatives. Autre constatation. Si je fais intervenir la troisième matrice de spin, donc S3 qui est égal à I demi gamma 1 gamma 2. Vous pouvez calculer avec la forme donnée de gamma 1 et gamma 2 que S3 vaut alors cette matrice diagonale. Cette matrice diagonale, comment va-t-elle agir sur chacune de mes 4 solutions? C'est une simple multiplication matricielle. Vous voyez que S3 agissant sur ma première solution va me donner en fait 1 demi fois cette solution. S3 agissant sur ma deuxième solution va me donner moins 1 demi fois cette solution, en sachant que S3 est la matrice de spin. Ce qui veut dire que ma première solution d'énergie positive, elle est spin-up. Ma deuxième solution d'énergie positive, elle est spin-down. Parfait ça, c'est tout bon pour l'électron. En fait, ce que vous voyez là, c'est l'électron. Énergie positive, spin-up, spin-down, les deux valeurs associées au spin ennemi, parfait. Tout ça, c'est l'électron. Oui, mais alors, mes deux autres solutions associées aux énergies négatives, c'est ma particule inconnue. Et, sachant qu'elle est de spin ennemi, cette particule inconnue, je remarque aussi qu'elle a la particularité de pouvoir être spin-up, ça c'est ma première solution,
S3 sur la première solution donne 1/2 fois cette solution. Ou elle peut être spin down. Et ça, c'est ma deuxième solution. S3 agissant sur cette deuxième solution donne moins 1/2 fois cette deuxième solution. En tout cas, pour le cas du repos, je suis en train de commencer tout doucement à donner des indications supplémentaires. Je savais que j'avais un électron, spin on me avec spin up, spin down, avec des énergies positives. Je sais maintenant que ma particule inconnue de spin on me, spin up, spin down aussi est associée à des énergies négatives. Oui, mais peut-être que c'est lié au repos uniquement, donc oublions le repos. Prenons maintenant l'équation, le système d'équations en toute généralité. Comment vais-je retrouver ces 4 solutions-là, en tout cas au cas limite où P1, P2, P3 s'annulent? Alors, au lieu d'écrire P0, P1, P2, P3, j'ai remis les dérivés. Comme ça, vous voyez tout simplement à quoi on devra s'attendre. Hein? C'est pas facile à résoudre. Alors, on va prendre ici une petite astuce que tout le monde fait et je vais vous donner les solutions. Nous avons évidemment 4 solutions. Je vais vous dire comment on les a déterminées et surtout, on va vérifier que ce sont bien des solutions, mais auparavant, on va essayer de les comprendre. Il y a 2 solutions que je vais appeler ψ1+, ψ2+. Alors, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle un facteur de normalisation, ici, racine carrée de e plus m sur 2e. C'est un nombre, hein, on s'en fiche de toute façon, évidemment, puisque le système ici n'a pas de terme indépendant. Bien sûr que toute solution est encore solution si vous la multipliez par un nombre. Donc, ne nous occupons pas de ce nombre-là. Puis, vous avez une exponentielle, qui est l'équivalent, dans le cas du repos, d'exponentielle de moins IET. Et au lieu d'avoir simplement exponentielle de moins IET, vous avez évidemment exponentielle de moins IET plus IPX, qui s'annule dans le cas du repos, puisque dans ce cas-là, le vecteur P est égal à 0. Mais en toute généralité, c'est cette exponentielle. C'est la solution du type onde plane. Et puis, vous avez l'équivalent là des U1, U2, U3 et U4 avec une matrice colonne à chaque fois qui dépend de 4 nombres. Regardez ici, dans ψ1+, si j'annule P1, P2, P3, cette matrice colonne se réduit à 1, 0, 0, 0. C'est l'équivalent de ma première solution. Dans ψ2+, si j'annule P1, P2, P3, je vais avoir ma matrice colonne qui se réduit à 0, 1, 0, 0. C'est ma deuxième solution. Donc là, ce sont les solutions à énergie positive et spin-up pour ψ1+, spin-down pour ψ2+. Au niveau des 2 autres solutions, ψ1-, ψ2-, vous avez aussi un facteur de normalisation, on n'en parle pas, c'est un nombre. Vous avez l'exponentielle, solution du type onde plane, et vous avez la matrice colonne de dimension 4. À nouveau, si vous annulez P1, P2, P3, regardez la première solution, ψ1-, vous allez avoir la matrice colonne 0, 0, 1, 0. C'est l'équivalent de ma première solution spin-up d'énergie négative. ψ2-, si vous annulez P1, P2, P3, vous allez avoir la matrice colonne 0, 0, 0, 1. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de ma solution spin-down d'énergie négative. Donc, pour le moment, en tout cas, il y a bien une certaine cohérence. Maintenant, comment a-t-on trouvé ces solutions-là? Eh bien, toute l'astuce réside dans l'exploitation de l'exponentielle solution du type onde plane. Pourquoi? Parce qu'avec vos dérivés, vous allez uniquement agir sur cette exponentielle. Et de la même façon que I fois la dérivée temporelle vous donnez simplement E, les autres dérivés vont vous donner simplement des nombres. Alors, regardez par exemple, donc la première équation, I dt moins m ψ1, comme précédemment, ça devient E moins m ψ1. Puis vous avez, devant le ψ4, I dx plus dy. Alors, I dx, ça veut dire à un i près que je dérive par rapport à x. Regardez ce que je vais chercher dans l'exponentielle, son argument. Vous avez I p1 fois x plus I p2 fois y plus I p3 fois z. Ce qui veut dire, je dérive par rapport à x uniquement, que je vais avoir I fois I, donc moins,
puisque P1 est le nombre qui multiplie X. Je vais donc avoir moins P1. La dérivée par rapport à Y maintenant va chercher IP2Y et vous donne IP2. Donc, moins IP2, le tout agissant sur Ψ4. I fois la dérivée par rapport à Z va vous donner quoi? I fois I, c'est moins. Et puis, vous allez chercher la contribution Z qui est P3 fois Z. Donc, il vous reste P3 moins P3 Ψ3. Ce qui veut dire que la première équation maintenant se réduit non pas à une équation dérivée partielle, mais à une bête équation. Je peux très bien simplifier cette équation en plus en enlevant l'exponentielle, exactement comme je l'ai fait au niveau du cas du repos, et je n'aurai plus alors qu'une équation qui portera sur la matrice colonne, les 4 éléments de la matrice colonne. Je fais la même chose pour les 3 autres équations. Vous voyez, c'est vraiment l'exponentielle ici, la solution du type onde plane, qui vous permet de remplacer, comme on l'a fait dans le cas du repos, on a remplacé la dérivée temporelle par un e, de remplacer toutes les dérivées par des nombres. Donc, la dérivée temporelle ici est remplacée par e essentiellement. Les dérivées spatiales par rapport à x, par rapport à y et par rapport à z sont essentiellement remplacées par P1, P2, P3. Et c'est beaucoup plus simple, évidemment. Vous n'avez plus ici qu'un bête système de 4 équations à 4 inconnus. Et donc, évidemment que ça va être beaucoup plus facile à solutionner. Et voilà ce que ça va donner. Je vais vérifier ici que j'ai affaire à des bonnes solutions. Donc, je prends le système tel quel et je remplace quoi? Je remplace Ψ1 pour vérifier que Ψ1 plus est bien solution. Je remplace Ψ1 par 1, Ψ2 par 0, Ψ3 par P3 sur E plus M, Ψ4 par P1 plus IP2 sur E plus M. Et pour me simplifier encore davantage la vie, puisque je n'ai pas envie d'avoir un dénominateur, je vais un petit peu jouer en disant que je remplace Ψ1 par E plus M, Ψ2 par 0, Ψ3 par P3 et Ψ4 par P1 plus IP2. Alors, regardez par exemple, qu'est-ce que devient la première équation? Vous avez E moins M fois E plus M. Moins P1 moins IP2 fois Ψ4, c'est-à-dire par P1 plus IP2. Moins P3 fois Ψ3, c'est-à-dire moins P3 fois P3, moins P3 au carré. Que devient votre première équation? Premier terme, E carré moins M carré. Et puis, le deuxième, vous avez moins P1 carré moins P2 carré. Le dernier, moins P3 carré. Ce qui vous donne au total E carré moins M carré moins le vecteur P au carré. Ben ça fait 0, relation d'Einstein. L'équation, elle est donc bien vérifiée. Les autres se vérifient encore de manière beaucoup plus simple. Regardez la deuxième, par exemple. Ψ2, vous remplacez ça par 0. Donc, il vous reste moins P1 plus IP2 fois Ψ3, c'est-à-dire P3, plus P3 fois Ψ4, donc plus P3 fois P1 plus IP2. Bah, automatiquement, ça fait 0, ça. La troisième équation, E plus M fois Ψ3, c'est-à-dire fois P3, moins P1 moins IP2 fois Ψ2, c'est-à-dire fois 0, moins P3 fois Ψ1, donc moins P3 fois E plus M, ça fait forcément 0. Et la dernière équation se vérifie exactement de la même façon. Et pour chacune des 4 solutions, vous avez la solution forcément qui se vérifie ainsi exactement de la même façon. C'est vraiment l'équation du type onde plane, l'exponentielle qui nous sauve la vie ici. Bilan. Bilan de tout ça, vous avez les solutions de l'équation Dirac. Elles sont bien connues, elles sont parfaites. Et vous avez l'interprétation. Ψ1 plus, Ψ2 plus, ce sont les solutions de l'électron. Énergie positive, spin 1,5, spin up, spin down. Ψ1 moins, Ψ2 moins, ce sont les solutions de la particule de spin 1,5, spin up, spin down, inconnues. Tout ce que nous pouvons dire ici, après avoir solutionné l'équation de Dirac, c'est que vous avez affaire à des états d'énergie négatifs. Ah, eh ben oui, les gens ne sont pas contents du tout
Parce que l'énergie négative, c'est tabou. Et pourquoi est-ce que c'est tabou? C'est tabou déjà pour une chose, c'est qu'en théorie classique, c'est interdit. C'est méchamment interdit. Alors, du point de vue quantique, est-ce que c'est autorisé? Il y a beaucoup de gens qui s'élèvent contre ça, hein, on va pas se le cacher. En 1928, ces états d'énergie négative-là ne satisfont pas grand monde. Dirac, lui, il est à l'aise avec ça. Il est à l'aise avec ça, il dit moi je vois pas pourquoi on ferait un tel tabou de ces états d'énergie négative. Pour moi, ces états-là sont tout à fait respectables et il nous reste juste, nous n'avons pas assez de connaissances, il nous reste juste à trouver ce que ça veut dire. Et justement, il va s'y atteler. Il va essayer d'interpréter ces états d'énergie négative. Comment? Eh bien, à travers un petit schéma. Schéma que je vais évidemment vous expliquer. Alors, la ligne mauve que vous voyez, ça représente l'énergie nulle, qui n'est pas présente dans l'équation d'Dirac. Attention, l'énergie nulle, elle ne peut jamais être atteinte. Mais c'est un schéma. Il faut bien fixer ici un point de repère et une droite de repère en l'occurrence. Donc, le mauve, énergie nulle. Ce qui signifie qu'en vert, énergie positive, en rouge, énergie négative, puisque ces états-là existent. Plus spécifiquement, donc, toute cette région est interdite. L'équation de Dirac vous dit attention, nous n'avons pas d'énergie comprise entre la première énergie positive et la première énergie négative. Zone interdite, il n'y a pas de solution qui correspond à ces énergies-là. Donc, premier état d'énergie positive, c'est mc². On l'a vu dans le cas du repos. Ce sont nos états associés donc à ce repos-là. EA est égal à mc². Bon. La deuxième, nous avons à faire une impulsion. On quitte le repos. Ce n'est pas grave, on vient d'avoir les solutions. Et cette impulsion-là, c'est P1. Bon, donc nous voilà avec ça. Très bien. Voilà nos énergies positives. Et bien évidemment que on peut augmenter. Plus l'impulsion va augmenter, plus l'énergie va augmenter aussi. Plus l'impulsion augmente, plus la vitesse augmente. Hein? Donc ça, c'est assez clair. Voilà. Mais nous avons également des énergies négatives. Nous avons moins mc², cas du repos, et quand la particule n'est pas au repos, voilà, l'équivalent ici, symétrie miroir. Hein. On la retrouve évidemment dans le spectre d'énergie. Pour chaque état d'énergie positive, il y a un état d'énergie négative où cette énergie négative n'est pas n'importe quoi, c'est l'opposé de l'énergie positive correspondante. Donc, cette symétrie miroir, là, elle se retrouve. Alors, s'il n'y avait que les états d'énergie positive, la vie serait belle finalement. Pourquoi? Parce que votre électron pourrait passer d'un état à un autre. On le sait, on l'a vu avec l'atome d'hydrogène. Hein. Donc ici, par exemple, si votre électron est dans l'état d'énergie E2, en sachant que E2 est supérieur à E1, il peut passer de E2 à E1. Pourquoi? Ça veut dire ça que j'ai de l'énergie à ma disposition, puisque je passe d'un état d'énergie relativement élevé à un état d'énergie moins élevé. J'ai donc de l'énergie à ma disposition et cette énergie-là, qu'est-ce que j'en fais? Je crée tout simplement, j'émets un photon. On peut passer également de E1 à E2 en absorbant ce photon-là. Très bien. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la descente. Donc la descente, elle est logique tant que je suis dans les états d'énergie positive. Je passe d'un état d'énergie plus élevé à un état d'énergie moins élevé en émettant des photons. Et puis, tout simplement, j'arrive à l'état d'énergie le plus bas et c'est l'étape ultime si je n'ai que des états d'énergie positive. Je suis dans l'état d'énergie où j'ai le moins d'énergie. Donc je m'arrête. Oui, mais il y a des états d'énergie négative. Alors on peut tout à fait imaginer qu'un électron soit dans cet état d'énergie positive minimale, E1, et qu'il tombe dans un état d'énergie négative en traversant la zone interdite. Ce n'est pas du tout ici incompatible. Vous auriez simplement un processus qui sera accompagné d'une émission de photons. C'est tout.
Ce qui veut dire que l'énergie positive la plus basse n'est pas l'étape ultime ici. Vous pouvez traverser la zone interdite, et puis qui vous empêche d'aller encore plus bas? Tout ce qui va se passer, c'est que vous allez passer d'un état d'énergie négative moins E1 à un état d'énergie négative moins E2 plus élevé. En valeur absolue, ici, l'énergie, elle est plus élevée. Et vous allez continuer ainsi, mais ce qui veut dire que c'est un processus sans fin. Et à chaque fois, vous allez émettre des photons, puisque descendre passe par l'émission d'un photon. Oui, mais c'est une course folle là de l'électron. Il passe d'un état d'énergie à un autre en descendant à chaque fois, en émettant des photons à chaque fois, avec une énergie de plus en plus grande, puisque l'impulsion sera de plus en plus grande, la vitesse sera de plus en plus grande, et vous allez finalement avoir une production de photons à l'infini, boum! C'est ça qui ennuie dans ces états d'énergie négative. C'est que finalement, on aboutit à un processus continuel où on va émettre de plus en plus de photons, et comme l'énergie augmente de plus en plus en valeur absolue, il n'y a aucune raison que le processus s'arrête. Et vous allez avoir alors vraiment cette histoire de puits sans fond, c'est celle que je trouve la meilleure pour décrire la situation. Donc c'est ça qui ennuie les gens avec les états d'énergie négative. Alors, Dirac, lui, a une explication. Et il se dit, oui, mais attendez, moi j'ai une explication, et l'explication, elle est très simple. Voilà. Et il écrit ce deuxième article, et je vais le traduire avec vous. Alors, les états les plus stables pour un électron, c'est-à-dire les états d'énergie les plus basses, sont ceux avec une énergie négative et une très grande vitesse. Oui, on l'a vu, évidemment, vous descendez au fur et à mesure. Donc là, nous sommes au fond du puits. Sauf que c'est un puits sans fond. Et vous voyez d'ailleurs que Dirac a intitulé dans son article ce paragraphe-là comme « Solution de la difficulté des énergies négatives ». Je continue la traduction avec vous. Tous les électrons dans le monde, tous les électrons de l'univers, vont tendre à tomber dans ces états avec émission de radiation, c'est-à-dire émission de photons. Et voilà la solution. Le principe d'exclusion de Pauli, cependant, va empêcher qu'il y ait plus d'un électron dans un seul état. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, je crois que la meilleure image que j'ai trouvée pour pouvoir vous expliquer est la suivante. C'est un jeu que vous connaissez bien, même si je l'ai raboté pour qu'il n'y ait que 2 états. Imaginez le jeu de puissance 4. C'est vraiment ce qui va se passer en fait avec l'interprétation de Dirac de ces états d'énergie négative. Ici, vous êtes dans les états d'énergie négative. Votre jeu de puissance 4, ce sont les barres rouges. Mais ces barres rouges-là, ces niveaux d'énergie rouge, ici vont être saturés à cause du principe d'exclusion de Pauli qui dit attention, je peux avoir que 2 électrons par niveau d'énergie, un en spin-up et l'autre en spin-down. C'est pour ça que j'ai pris les 2 couleurs ici. Imaginez que jaune c'est spin-up et rouge c'est spin-down. Et aussi profond que soit votre puits, tous les électrons ne vont pas tomber au niveau le plus bas. Il y a un moment donné où le niveau le plus bas va être saturé et puis forcément les électrons vont devoir remonter. C'est le principe d'exclusion de Pauli qui empêche tous les électrons de tomber vraiment au fin fond du puits. Forcément, ils vont remonter le puits au fur et à mesure. Quand c'est saturé, on remonte. Ce qui veut dire que les électrons vont d'abord occuper les états d'énergie négative, et puis quand tous les états d'énergie négative seront saturés, ils vont pouvoir aller aux états d'énergie positive. Donc je continue la traduction ici de l'article. Supposons qu'il y a tellement d'électrons dans l'univers que tous les états les plus stables sont occupés. C'est-à-dire que, de façon plus précise, tous les états d'énergie négative sont occupés, sont donc saturés, peut-être à l'exception de certains
d'énergie, enfin de vitesse assez petite, de petite vitesse. Peut-être qu'il y a effectivement certains états qui ne sont pas encore occupés. Ces états-là, c'est ce que Dirac va appeler des trous. Alors il dit que tous les électrons avec des énergies positives vont avoir maintenant peu de chances de tomber dans ces états d'énergie négative. Ben oui, parce que c'est déjà occupé. C'est occupé. Ah, donc ne venez pas. Voilà. Il y aura simplement quelques trous. Donc, il y aura simplement... Les électrons ne vont pas pouvoir tomber dans les états d'énergie négative indéfiniment. À un moment donné, ils sont occupés, à part quelques trous. Donc, il faut bien occuper les états d'énergie positive. Et c'est ce que Dirac nous dit. Hein. Donc, ces électrons-là d'énergie positive vont avoir peu de chances maintenant d'aller dans les états d'énergie négative et se comporteront donc comme des électrons qui vont pouvoir être observés en laboratoire. Eh ben oui, parce que dans la théorie de Dirac, il nous dit les électrons qui sont dans des états d'énergie négative et qui sont donc des particules inconnues, hein, ce sont des particules inconnues, peut-on même les appeler électrons, vont en fait être inobservables. Tous les états, ça c'est vraiment le postulat de Dirac, tous les états d'énergie négative sont inobservables. Il n'y a que les états d'énergie positive qui sont observables et qui vont nous donner les électrons tels qu'on les connaît. Alors il dit, nous aurons bien un nombre infini d'électrons dans les états d'énergie négative et même un nombre infini par unité de volume, et ça partout dans l'univers, mais si leur distribution est exactement uniforme, nous pouvons donc espérer, nous devrions même espérer qu'ils soient complètement inobservables. Donc ça c'est quand même, voilà l'interprétation de Dirac des états d'énergie négative. C'est tout simplement inobservable à nos yeux et nous ne pouvons observer que ce qui était dans des états d'énergie positive. Voilà. Et ça, ce sont les vrais électrons, tels que nous les connaissons. Cette interprétation-là porte un nom qui s'appelle la mer de Dirac. Mer au sens MER. Hein. Pourquoi? Parce que, voilà, tout ce qui est en dessous du niveau de la mer, c'est les états d'énergie négative, et tout ce qui est au-dessus, c'est-à-dire observable, c'est évidemment les états d'énergie positive. Ce n'est pas tout, ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Maintenant, nous avons également une autre interprétation qui suit la mer de Dirac. Parce que Dirac va plus loin. Il nous dit, ok, ça c'est pour les électrons qui descendent, donc à un moment donné, ils vont arrêter de descendre parce que tout ce qui est en dessous de la mer va être saturé, confère le principe d'exclusion de Pauli, mais on sait très bien que les électrons peuvent également passer d'un état d'énergie négative à un état d'énergie positive. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'électron peut passer d'un état d'énergie inférieur à un état d'énergie supérieur. Le mouvement, il va dans les deux sens. L'électron peut descendre, certes, mais il peut également remonter. Et comment le fait-il? Il descendait en émettant un photon. Logiquement, qu'est-ce qui va se passer? Il va remonter en absorbant un photon. Et c'est exactement ça qui va se passer. Et Dirac dit, les électrons qui sont dans des états d'énergie négative, là, en dessous de la zone interdite, vont pouvoir franchir cette zone interdite et passer dans les états d'énergie positive, à condition de leur fournir, et ça va être fait par l'absorption du photon, une énergie égale à 2mc carré. Pourquoi 2mc²? Parce que vous devez passer de moins mc² à plus mc². Donc, il vous faut mc² pour arriver à 0 et encore mc² pour arriver à mc². Le bilan énergétique de ça, c'est que vous devez avoir une différence d'énergie de 2mc². Et une différence de charge égale à 0. Pourquoi? Parce que l'électron, il s'est juste déplacé. Il est passé d'un niveau d'énergie rouge à un niveau d'énergie vert. Mais c'est toujours l'électron. Il n'y a pas de différence de charge. Et Dirac dit, mais ça, parce que c'est le bilan qui m'intéresse, ce bilan-là peut se retrouver également dans un autre contexte. Si j'ai deux
particules, un électron et une particule inconnue. Tiens donc. Pourquoi 2 particules? Parce que énergie de 2 mc², 2 mc², 2, donc 2 particules. Et ça va évidemment de pair avec la dimension 4 des matrices. Hein. Donc 2 particules, un électron et une autre particule de même masse, parce que 2 mc². Donc ça commence à se préciser ça. On savait déjà qu'on avait une particule de même spin, la voilà maintenant de même masse. Ce qui veut dire qu'on écarte totalement le proton, hein, soyons clairs. On a donc un électron et une particule de spin 1,5, donc même spin que l'électron, de même masse que l'électron, mais la différence est là, et c'est à cause de la différence de charge qui est égale à 0, qu'il y aura une charge moins E habituelle pour l'électron et une charge plus E pour la nouvelle particule. C'est le même bilan. Que vous ayez ici un électron qui passe d'un niveau d'énergie rouge à un niveau d'énergie vert, ou que vous ayez 2 particules, un électron et une particule inconnue de même masse, de même spin, mais de charge opposée, et vous avez exactement le même bilan. Il n'y a pas que cet argument-là. Hein. Maintenant, on peut aussi le comprendre comme ceci. Finalement, si je vous prends une dette, vous êtes plus riche. C'est un petit peu ça que Dirac nous dit. Je vous prends un électron, donc une charge négative, et je vous le supprime ici du spectre d'énergie négative, et bien automatiquement, vous allez avoir plus de charge, donc une charge positive. Moins par moins donne plus. Maintenant, l'argument de Dirac n'est pas forcément celui-ci, c'est plutôt celui-là. Il prend son équation, il la couple. Il couple cette fois-ci avec un champ électromagnétique. Hein, vous voyez, c'est la présence de A0 et A. Il se met dans des conditions de réalité des matrices et il dit si vous prenez le complexe conjugué de cette équation-là, ben, automatiquement, vous allez avoir tous les signes qui changent parce que W, qui est l'énergie, va changer de signe. Vous allez avoir les P qui vont changer de signe. Hein, parce que les P, c'est des I fois les dérivés, donc complexe conjugué, ça change de signe. Vous allez avoir la matrice ρ3, qui est la matrice bêta, hein, la matrice gamma 0, qui va changer de signe également. Et donc, pour que tout change de signe, il va falloir que E, le petit E, change de signe également. Donc ça, c'est l'argument de Dirac. Et il vous dit donc que automatiquement, cette particule inconnue, on revient à chaque fois là-dessus, cette particule inconnue, c'est en fait une particule de même spin que l'électron, spin 1,5, ça on sait à travers la représentation de l'algèbre de Lorentz, de même masse, ça on le sait à travers le bilan énergétique, delta E est égal à 2 mc², que l'électron, et de charge opposée. Voilà les caractéristiques de la nouvelle particule. Spin 1,5, masse de l'électron, charge plus E. Et cette charge plus E, elle vient du bilan charge électrique de mon système. Delta Q est égal à 0. Ou de cet argument en complexifiant l'équation de Dirac. Donc voilà, on sait déjà pas mal de choses. Et regardez ici, dans un troisième papier datant de 1931. Donc ici, il nous dit singularité quantifiée dans le champ électromagnétique. Alors, je ne vais pas regarder évidemment tout, mais il a dit un papier récent introduit par l'auteur peut être envisagé comme une petite étape, on remarquera la modestie de Dirac, dans ce schéma général d'avancement. Alors, il parle évidemment ici de mêler la relativité avec la physique quantique. Le formalisme mathématique à cette époque impliquait une difficulté sérieuse à travers sa prédiction d'état d'énergie négative pour un électron. Alors, il a été proposé de surmonter cette difficulté en faisant usage du principe d'exclusion de Pauli, qui ne permet pas à plus d'un électron d'occuper un état.
en disant donc que dans le monde physique, presque tous les états d'énergie négative sont déjà occupés, de telle sorte que nos électrons ordinaires d'énergie positive ne peuvent pas dégringoler dans ces états d'énergie négative. Donc ça résume ce que je vous ai évidemment raconté. La question se pose alors de l'interprétation physique de ces états d'énergie négative, qui, de ce point de vue, nous dit Dirac, existent réellement. Alors, nous devrions espérer que la distribution qui est uniformément ici remplie d'états d'énergie négative soit complètement inobservable pour nous, mais un de ces états qui serait inoccupé, hein, c'est les fameux trous de Dirac, bien que ce soit quelque chose d'exceptionnel, ferait sentir sa présence comme une espèce de trou. Voilà. Alors je le rappelle justement, c'est le nom qu'a donné Dirac à ça. Alors, il a été montré qu'un de ces trous nous apparaîtrait comme une particule d'énergie positive et avec une charge positive. Oui, donc c'est passé d'un état d'énergie rouge à un état d'énergie vert. Donc, on est cette fois-ci dans les énergies positives. Mais le prix à payer, c'est d'avoir une charge plus E plutôt qu'une charge moins E. Et il a été suggéré à cette particule d'être identifiée au proton. C'est vrai que Dirac, dans le deuxième papier que je vous ai montré, suggérait que puisqu'on avait une charge positive, que cette nouvelle particule soit un proton. En même temps, il savait parfaitement que ce n'était pas un proton, parce que le bilan de masse n'était pas possible. Donc le bilan d'énergie était incompatible avec la présence d'un proton. Dirac s'en est expliqué par la suite en disant qu'il n'avait pas osé proposer le fait que ce soit une nouvelle particule. Après, il l'a regretté et il l'a dit. Et donc ici, voilà, il assume complètement. Donc il a été suggéré que cette particule soit identifiée à un proton. Cependant, des investigations ultérieures ont montré que cette particule a nécessairement la même masse que l'électron. Il apparaît donc que nous devons abandonner l'identification des trous avec les protons et que nous devons trouver une autre interprétation pour ces trous. Selon Oppenheimer, nous pouvons supposer que dans l'univers, comme nous le connaissons, tous et pas simplement presque tous, les états d'énergie négative pour ces électrons sont occupés. Un trou, et c'est ce que j'ai souligné parce que finalement c'est ce qui est important, s'il y en avait un, serait donc un nouveau type de particule qui est inconnu à la physique expérimentale, qui aurait la même masse et une charge opposée à celle de l'électron. Nous pouvons appeler cette particule un anti-électron. Ben voilà. Voilà la nouvelle particule. Et naissance de l'antimatière. Il y aura donc des particules d'un côté, et notamment l'électron, et puis leur pendant miroir, rappelez-vous la représentation de l'algèbre de Lorentz, leur version miroir, les antiparticules, qui auront donc la même masse, le même spin, mais des charges opposées, des charges de signes opposés. C'est la naissance de l'antimatière. Donc voilà, finalement, le défaut majeur de l'équation de Dirac, qui était de dire attention, vous avez l'électron, mais vous avez une autre particule à cause des matrices de dimension 4, algèbre de Clifford, donc vous voyez d'où ça vient. Mais finalement, ça devient la grande force de l'équation de Dirac. Il prédit l'existence d'une nouvelle particule qui aurait la masse, le spin de l'électron, mais une charge de signe opposé. Alors c'est une prédiction, il faudra la confirmer de manière expérimentale. Inutile de dire que ce papier fait un débat magnifique. Vous avez des grands physiciens comme Niels Bohr, par exemple, qui nous dit
explicitement, bon, il ne le dit pas en français, mais il nous dit explicitement, la théorie de Dirac est tout juste bonne à servir d'appât pour capturer les éléphants en Afrique, parce qu'en la lisant sur un panneau, les éléphants, qui sont des animaux intelligents, seraient envoûtés. On pourrait alors les capturer facilement et les envoyer dans un zoo. Bon. Heisenberg, lui, nous gratifie d'un dont le chapitre le plus triste de la physique moderne est et restera la théorie de Dirac. Je la considère comme une poubelle savante que personne ne peut prendre au sérieux. Donc vous voyez qu'avec ça, Dirac est rhabillé pour l'hiver. Hein, heureusement, il était très peu enclin à considérer les avis de ses contemporains, sinon je pense qu'il aurait mal fini. En tout cas, personne n'y croit à cette théorie de l'anti-électron. Qu'est-ce que c'est que ça pour une affaire? Nous sommes en 1931 quand Dirac propose son anti-électron, qui suscite, comme vous voyez, un enthousiasme assez magnifique. Eh ben, ces personnes, et pourtant Dieu sait qu'elles sont respectables, hein, Bohr et Heisenberg, c'est pas n'importe qui, ces personnes vont avoir le caquet bien rabattu un an après. Pourquoi? Parce qu'un an après, nous sommes donc en 1932, l'Américain Carl Anderson fait l'expérience suivante. Il utilise ce qu'on appelle des chambres à nuages, c'est-à-dire grosso modo une boîte hermétique contenant de la vapeur d'eau. Et pourquoi utilise-t-on ça? Parce que quand vous envoyez une particule chargée dans cette chambre à nuages, la vapeur alors fait qu'il y a une ionisation et que vous voyez la traînée de la particule telle qu'elle, ce qui veut dire que ça rend visible en fait la trajectoire. Bon, donc il utilise sa chambre à nuages, il utilise également une plaque de plomb, tout ça pour pouvoir ralentir la particule, hein. Les particules. La plaque de plomb, vous la voyez ici sur la photographie. C'est la barre horizontale, là en plus foncé. Et il va voir qu'il y a deux types de particules. Il y a celles qui sont déviées vers le haut et celles qui sont déviées vers le bas. Pourquoi est-ce qu'il y a une déviation? Parce que cette chambre à nuages, elle est entourée d'un grand électroaimant, ce qui veut dire que forcément, en présence d'un champ magnétique, la particule va s'incurver. Eh bien, à partir des rayons cosmiques, il va voir qu'il y a des particules qui vont s'incurver vers le haut et d'autres vers le bas. Ce qui signale tout simplement un changement de signe au niveau des charges. Celle du bas, ça va être les charges négatives, celle du haut, ça va être des charges positives. Eh bah oui, donc ça signale tout simplement qu'il y a bien des particules qui ont des charges positives et des particules qui ont des charges négatives. Et ici, on parle d'électrons, ce qui veut dire que c'est la confirmation expérimentale un an après de l'anti-électron. Qu'on ne va plus appeler comme ça, on va désormais l'appeler un positron. Donc, charge positive, ce sera tout simplement donc l'antiparticule qui correspond à l'électron, l'antimatière, ce sera le positron. Alors, il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas ici. J'arrive tout doucement au bout de la série que je voulais vous montrer. Il me reste encore une capsule à effectuer parce que tout a l'air d'être clair, mais ça n'est pas si clair que ça, en fait. En fait, on arrive au bout des possibilités de la mécanique quantique. Pourquoi? Parce que je vous l'ai déjà dit, hein, avec cette production, cette émission ou cette absorption de photons, la matière qui va s'annihiler avec l'antimatière pour produire également de l'énergie, etc. Tout ça met en place des changements de particules. Vous allez émettre ou détruire des particules et ça, la mécanique quantique ne peut pas la gérer. Nous sommes arrivés au bout. Alors, ça ne veut pas dire que la mécanique quantique est à jeter, ça veut dire qu'il va falloir aller plus loin et aller vers ce qu'on appelle la théorie quantique des champs. C'est elle qui va pouvoir mêler ces phénomènes de création ou d'annihilation de particules. Mais il va falloir modifier complètement cette théorie. Et là, j'arrive au bout, je ne vais pas faire pour le moment, en tout cas, la théorie quantique des champs. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous donne rendez-vous donc pour la dernière capsule, si vous le voulez bien. Là, on sera plus avec des perspectives. On est arrivé au bout. On est arrivé au bout de ce que je voulais faire ici, en tout cas. Nous sommes en 1932, donc ce qui veut dire évidemment qu'il y a encore plein d'avancées au niveau de la mécanique quantique, hein, bien sûr. Mais
Il y a déjà pas mal de questions qui se mettent en place à cette époque-là et des questions qui ne sont toujours pas solutionnées à l'heure actuelle. Donc c'est sur ça que je veux terminer cette série-ci et je vous donne rendez-vous donc pour l'ultime capsule dans quelques jours, quelques semaines, quand j'aurai le temps de la réaliser. Merci beaucoup pour votre attention et à plus.